Je suis ravi d'avoir l'occasion de parler de l'idée d'investir dans la nature vivante. En fait, c'est une idée qui est peut-être, probablement pour la plupart de nous, est évident que ça vaut la peine. Et dans le titre de la présentation, il y a une partie qui dit pourquoi investir, et je crois nous savons tous pourquoi on ferait ça. Et en fait, je n'ai pas vraiment envie de passer beaucoup de temps à répondre à cette question. Mais il y a le comment. Et dans le comment, il y a aussi qui fait les investissements. Et je pense pour la plupart d'entre nous qui sont aujourd'hui ici, rassemblés aujourd'hui, nous sommes tous intéressés à améliorer la conservation, à protéger la biodiversité, et nous espérons que nous pouvons trouver des moyens financiers pour aider, pour financer ces efforts, pour protéger la biodiversité. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'évidemment, pour intégrer la nature dans le monde économique, en fait, il faut la transformer en ressources. Et j'espérais, ou quelquefois, je voudrais, j'espère, je rêve de l'idée qu'il ne faut pas trouver un moyen de redéfinir la nature vivante en ressources pour qu'elle ait de la valeur. Et c'est pour ça que, en fait, j'ai un peu retitré mon discours pour ce soir, mon intervention, et je veux poser la question, comment on investit dans un arbre avant qu'il devienne du bois? Parce que nous savons tous quelle est la valeur d'une planche. Nous savons tous quelle est la valeur de charbon de bois, mais c'est beaucoup plus difficile à répondre quelle est la valeur d'un arbre comme celui-là que vous voyez là. Et alors, ce week-end, je suis parti me promener, ce que je fais, et il y a l'automne qui arrive en Allemagne, et c'est ça que j'ai vu. C'est une image que j'ai prise dimanche matin en me promenant à l'extérieur de Berlin. Et pour moi, le changement des temps c'est le changement de la nature, c'est un peu miraculeux. Et de temps en temps, je vais auprès d'un arbre, c'est un arbre que j'ai aussi vu là, je vais très proche, je le touche, et en fait, j'essaye de me relier à l'arbre, d'avoir une connexion. Et dans mon imagination, l'arbre me pose une question. Quelle est ma valeur pour toi? L'arbre pose la question. Et en fait, ce qui est surprenant, c'est pas que j'ai cette impression que l'arbre me pose cette question, c'est plutôt le problème que je ne sais pas quoi répondre. Et pourquoi je vous raconte cette petite histoire? C'est pas pour vous convaincre que je peux parler aux arbres ou que les plantes parlent à moi, mais c'est pour vous dire que au centre de la question comment on peut financer le monde vivant est la question comment on peut traduire cette valeur que ce monde a pour nous en une valeur qui peut être utilisée dans le monde financier. Et en principe, ça veut dire qu'il faut que je traduise mon émotion envers de cet arbre en une valeur économique, et ça, c'est un chiffre. Et si je dis à l'arbre qu'il est très précieux, il est si précieux que je ne sais pas, l'arbre va me répondre, c'est uniquement parce que je n'ai pas envie de payer le prix qu'il faut payer pour préserver la nature. Et je crois qu'en fait, c'est exactement où on se passe, on se trouve en ce moment. Et quand on regarde qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment pour essayer de financer la nature, on se retrouve avec des concepts de financement basés sur la nature. Ça, c'est le grand titre. Et Laetitia avait déjà dit que en 1987,
l'idée a commencé de remplacer les dettes de pays en développement avec des promesses de protéger la nature. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. On en a parlé beaucoup, mais entre 1987 et il y a à peu près 2, 3 ans, le volume total de ces efforts était en dessous de 3 milliards d'euros. Alors 3 milliards d'euros, c'est peut-être un grand chiffre, mais en réalité, c'est le budget public, alors c'est les dépenses publiques du gouvernement allemand par jour. Alors en 35 ans, le volume total était équivalent des dépenses par jour du gouvernement allemand pour toutes ces activités. Alors en fait, sur la perspective globale, c'est très peu. Il y a eu 2, 3 transactions spectaculaires ces derniers temps, mais ça ne change rien au fait que c'est pas grand-chose. Ensuite, on a parlé comment on peut commercialiser la nature vivante. Bon, une manière, c'est le tourisme. C'est un sujet qu'on en discute beaucoup. Et finalement, la question, est-ce que c'est vraiment aussi valable qu'on pense? Alors, Parc national en Afrique du Sud, en fait, oui, il a des revenus importants parce qu'il y a la grande ville de Johannesburg en près. Il y a beaucoup de gens qui habitent dans l'Afrique du Sud et en fait, quelque chose se passe là. Mais pour la plupart du reste de l'Afrique et aussi dans d'autres régions mondiales, en fait, le tourisme, c'est plutôt luxurieux, c'est plutôt des voyageurs d'autres continents qui arrivent et les chiffres d'affaires sont pas vraiment très importants. Ils sont définitivement pas suffisants pour financer l'effort entier. Et alors, ça nous mène à la question, est-ce qu'on peut valoriser le capital naturel? Et c'est là où on se retrouve avec les carbon credits ou les crédits de biodiversité à quoi on pense maintenant. Mais aujourd'hui, je ne veux pas répéter ce que Monsieur Merlin et le professeur Chabrak dont avaient parlé et vont encore parler sur le point de vue de carbon credits. Je veux aller autre part. Je veux aller à un endroit où on parle, on discute de la question qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui font partie au financement de la nature. Alors, c'est plutôt une conversation de comprendre quelle est la motivation et quelles sont les règles que tout le monde qui participe doit observer. Et pour toutes les autres choses, on peut discuter plus tard et où on se retrouve dans d'autres discours avec, par exemple, le professeur Chabrak dans quelques semaines. Il y a quelques principes dans le monde financier que tout le monde qui veut participer doit, à mon avis, bien comprendre. Et avant de continuer, je veux dire, on parle un peu de la conversation de conservation. Et c'est pour ça que je ne veux pas passer trop de temps à vous raconter quelque chose, mais je pense qu'on va peut-être parler ensemble après que j'ai fini, peut-être dans 15 à 20 minutes maximum. Quels sont des principes importants? Moi, très important, c'est que tous les financements sont une transformation d'un actif réel en tant que temps et d'espace dans quelque chose d'abstrait. C'est-à-dire, je prends un effort par des humains de faire quelque chose, une activité, je crée un contrat autour de ça, j'attache une valeur monétaire et je transporte ça quelque part d'autre où des gens qui sont complètement distants de cette première partie commencent à discuter la valeur. C'est-à-dire la valeur du bien actif, même de la forêt dans le Congo, n'est pas décidée au Congo,
c'est décider là où se trouve le marché des produits financiers. C'est complètement séparé. Et important, pour protéger la biodiversité, il faut des longs termes, des projets long terme, d'être 30, 40, 50 ans, 2 générations. Dans le marché financier, le document qui est créé, l'obligation financière peut être vendue d'une personne à une autre en secondes. C'est-à-dire, il y a vraiment une transformation et les motifs des gens qui participent des deux côtés, une fois de créer un actif au long terme, et les autres qui ont l'option de participer dans un marché à très court terme, sont complètement détachés. Mais ils font partie de la même transaction, du même financement. Alors ça, c'est la règle numéro un. La seconde, c'est que on peut jamais financer quelque chose qui ne peut pas être quantifié et ensuite contrôlé d'une manière fiable pendant la durée entière de l'investissement. Ça veut dire que pour un effort de conservation, ça peut être 30 ans. Alors il faut avoir des règles, des mécanismes qui fonctionnent pour une période de 30 ans. Il faut décider ça aujourd'hui, c'est-à-dire tous ces financements sont toujours des décisions pour le futur de gens qui ne sont pas à la table de négociation au moment où le financement se fait. Alors on peut trouver des exemples. L'image ici, c'est un projet de réforestation en Tanzanie et on peut discuter le projet. Mais en fait, quand on se retrouve dans les négociations dans le détail, ce qui est beaucoup plus important que le projet, c'est en fait les gens qui participent dans le projet. C'est peut-être le propriétaire du terrain, du territoire. Peut-être c'est la commune, peut-être c'est l'État, peut-être c'est un individuel. Oui, ça peut être, mais il y a certainement quelqu'un qui contrôle la partie, le terrain. Ensuite, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire quelque chose. On appelle ça le développeur. Il y a quelqu'un qui contrôle ce qui se passe, qui regarde, qui crée en fait les chiffres d'affaires dont je viens de parler. C'est l'auditeur. Ensuite, il y a besoin de quelqu'un qui traduit tout ça que ces trois ont fait en un produit financier qui peut être vendu à l'investisseur. Et toutes ces personnes ont besoin d'être payées dans ce projet. Et il faut être clair que normalement, dans les projets de conservation, c'est probable que le propriétaire foncier n'a pas les mêmes types d'informations que l'intermédiaire, l'auditeur ou l'investisseur. Et ça, c'est aussi important que tout le monde comprenne ça, qu'il y a une asymétrie d'information dans tous ces projets. Et ce n'est pas quelque chose qui est particulier à l'Afrique ou l'Amérique latine. C'est la même chose quand j'ai cette conversation avec des agriculteurs en France ou en Espagne ou autre part. C'est toujours la même discussion. Les investisseurs. Qu'est-ce qu'il y a comme investisseurs? Il y a une liste qu'on peut faire, mais elle n'est pas vraiment aussi intéressante que la question, quels sont leurs motifs? Alors, si c'est un investisseur public, c'est-à-dire un gouvernement ou un ministère ou un NGO ou un ONG relié à un gouvernement, c'est en principe des motifs politiques. C'est un mandat politique qui détermine qu'est-ce que les personnes qui sont actives dans cet investisseur vont faire. Ils peuvent aussi avoir leur motif tout personnel. C'est leur travail, ils sont attachés au projet.
mais en principe, leur mandat est politique. Il peut avoir des investisseurs commerciaux, par exemple, des entreprises de tourisme, des affaires. Ça, c'est un exemple assez simple. Et ensuite, il y a les philanthropiques. C'est en partie des gens qui ont trop d'argent et qui ont décidé de consacrer une certaine somme de cet argent à retourner ça à la nature, si on veut. Mais eux aussi, ils ont des motifs tout à fait particuliers. Il y en a quelques-uns qui veulent supporter les gorilles, mais ils ne sont pas intéressés dans les arbres. Le prochain, il est intéressé dans les arbres, mais il n'est pas intéressé dans les girafes. Il y en a un qui est intéressé dans les guépards, mais il n'est pas intéressé dans les gazelles, etc., etc. C'est très, très personnel. Il faut toujours très bien comprendre quels sont les motifs de ces investisseurs quand on commence à avoir ces conversations. Une fois on s'est rencontré entre les investisseurs, le développeur, la main-d'œuvre, si on veut, de ce projet, on commence à discuter le prix. Quel est le prix auquel quel prix va-t-on attribuer à cet arbre? Celui-là que j'ai touché au début de la conversation. Quelle est sa valeur? C'est l'actif. L'arbre, c'est l'actif. Et alors, je peux parler de services d'écosystème, etc., etc. Mais finalement, l'investisseur va regarder, est-ce que il croit que les gens, les personnes qui promettent, qui vont s'occuper de l'arbre, vont faire ce qu'ils font, qu'ils ont dit, qu'ils ont promis? L'arbre est facile, l'arbre va pousser, peut-être il y a un feu, peut-être il y a une tempête. Tout ça, l'investisseur, ça, il peut supporter facilement. Ce qui devient compliqué, c'est les autres humains qui peut-être perdent leur intérêt après un certain moment ou qui décident que du charbon de bois, c'est plus intéressant que de l'ombre. Et ça, c'est un problème parce que on pense toujours, on regarde l'actif, on regarde l'arbre et on pense qu'on a trouvé la valeur de l'arbre en regardant l'arbre. La valeur de l'arbre est attachée aux personnes qui s'occupent de l'arbre. Alors, il faut aussi regarder parce que c'est là où il y a les risques. Et c'est là qu'on retrouve aussi les dangers sur la durée, l'intégrité des données. C'est aussi des humains qui les produisent. Le régime réglementaire du gouvernement qui peut changer d'un jour à l'autre. Et encore une fois, c'est pas quelque chose qui est particulier à un pays, et je peux vous assurer qu'il y a des batailles politiques en Allemagne tous les jours sur, par exemple, les réglementations de la mobilité électrique. Pas tout le temps. Ou sur le niveau de l'Union européenne, sur les réglementations de l'agriculture. C'est des discours permanents qui peuvent changer d'un jour à l'autre et qui peuvent changer la valeur de mon actif. Ensuite, il y a l'environnement politique. Ça, je crois, je ne dois pas ajouter des commentaires. Et finalement, et je dois peut-être me tourner un peu, c'est la capacité, encore une fois, des personnes de faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire pour la durée entière du projet. Et encore une fois, de protéger la nature, c'est pas quelque chose qui se fait dans 2, 3 ans comme construire une maison, c'est un truc intergénérationnel. Alors, encore une fois, on a le problème de la durée. Et alors, ce que les gens dans le réseau financement parlent beaucoup, c'est l'alignement. C'est l'alignement des intérêts des communes, des personnes qui donnent la main-d'œuvre pour créer, pour protéger la biodiversité, et d'un autre côté, l'investisseur qui peut être assis dans son fauteuil en Allemagne, en France ou en Angleterre, aux États-Unis ou autre part. Et alors, comment on aligne ça? Alors, la première question, quels sont les objectifs? Et même quand les gens disent, ah, on a les mêmes objectifs, on semble avoir des mêmes objectifs, probablement ils ne les ont pas.
ils ont des objectifs qui sont différents. Ils aiment, et c'est mon expérience que il faut pas croire que les objectifs sont bien alignés. Il faut plutôt savoir qu'ils ne le sont pas et de savoir gérer cet non-alignement d'objectifs. Parce que, comme j'ai dit avant, c'est très difficile de voir comment un investisseur et la commune locale en Afrique, en Amérique latine, peuvent avoir le même horizon temporel que quelqu'un qui a peut-être 5 ans d'horizon maximum qui habite en Europe. En plus, les, les, les personnes qui s'occupent de la nature locale, ce sont des experts sur la nature. Vous qui habitez en Afrique savez tout sur votre environnement. Moi, je ne sais rien, mais je peux investir dans votre projet. Moi, je comprends quelque chose des finances. Vous, vous comprenez quelque chose des arbres qui poussent à côté de vous où vous vivez. Vous avez l'aptitude et la capacité de vous occuper des arbres. Moi, j'ai l'aptitude et la capacité de choisir le projet dans lequel je vais investir. C'est des qualifications tout à fait différentes, avec des objectifs complètement différents, et elles sont dominées par une asymétrie d'information. Et moi, je vais faire l'investissement si je crois que d'une manière ou d'une autre, ça va achever mes objectifs, qui peuvent être philanthropiques ou peut-être économiques. Les objectifs des gens qui offrent la main-d'œuvre, c'est pas mon problème, c'est leur problème. Laetitia sait que, en réalité, je suis beaucoup plus empathique vis-à-vis les gens qui travaillent là, mais pour cette conversation, je veux que tout le monde comprenne que l'investisseur n'est pas préoccupé avec l'intérêt des gens qui offrent la main-d'œuvre. La connexion est uniquement l'arbre, la forêt, c'est pas vraiment la vie des autres. L'investisseur vit sa vie, les autres vivent leur vie. Et ça marche aussi à l'envers. Et le pouvoir d'agir est à peu près en équilibre. Parce que pour des investisseurs intéressés de faire des investissements verts, c'est pas facile de trouver des bons projets. C'est-à-dire, si quelqu'un a un bon projet, il a le pouvoir de choisir qui va investir dans son projet. Et normalement, si on ne trouve pas d'investisseurs, comme dans le monde commercial, peut-être le projet n'est pas encore assez bon. J'ai parlé de la difficulté ou de l'obligation de mesurer en détail les dates, les données d'un projet pour créer un investissement. Mais je veux en fait ouvrir un peu la porte pour penser à tout ça d'une manière un peu différente. Parce que si j'essaye de définir aujourd'hui ce qui va se passer pendant les 30 années qui viennent, et que tout ça va tout très bien se passer, on a mis ça dans un contrat et tout le monde va être honnête, il va participer, il va être motivé, n'a pas envie d'aller en voyage, ne tombe jamais malade, toutes ces choses, on peut tout être d'accord, c'est difficile. Mais si j'ai les mécanismes qui me permettent à suivre le projet pendant ce temps, peut-être ce que je peux faire, en étant le développeur ou ceux qui offrent la main-d'œuvre, les communautés locales qui protègent la nature, ils peuvent prendre des petits paiements tous les, d'une année à l'autre, chaque fois que du progrès a été mesuré. La différence, c'est que c'est des petits paiements pendant le long terme sur 30 ans. Ils n'ont pas vraiment besoin de grands contrats parce que si je peux prouver que j'ai achevé quelque chose du début de l'année jusqu'à la fin de l'année,
C'est pas compliqué. Et je peux recevoir un paiement. Et je répète ça d'une année à une autre et je peux continuer. C'est-à-dire, c'est une méthode qui est en fait très simple et qui est beaucoup moins complexe que si j'essaye de prédire ce qui va se passer pendant 30 ans, pouvoir avoir un grand paiement au début. Alors, je sais bien que pour revenir à ce projet qu'il y avait en Tanzanie, qu'ils ont eu besoin de beaucoup d'argent pour commencer le projet. Alors, on peut réfléchir si peut-être donne, on se dédie aux premiers 5 ans peut-être, ou peut-être aux premiers 3 ans, ou peut-être on trouve un donateur philanthropique qui est confortable à payer pour le début du projet. Et une fois que le projet est stable, on commence à réfléchir comment on va financer la seconde phase. Il faut être un peu patient. Pour faire le tour entier, peut-être un sommaire de ce que j'ai dit, c'est que dans le monde financier, sur la surface, on parle beaucoup de chiffres. En réalité, c'est des personnes qui négocient entre eux et c'est une compétition qui c'est qui a la meilleure information. Et chacun qui va participer dans ce marché va essayer d'avoir un tout petit peu d'information plus que l'autre et de ne pas le mettre sur la table, de rester très discret. Et c'est le monde comme ça de négociation. C'est comme si je vais au marché et je négocie le prix de quelque chose. C'est la même chose. Ce que j'achète au marché, c'est toujours la même chose, mais le prix que je peux avoir, ça dépend des deux négociants. Et c'est exactement comme ça que le monde financier aussi fonctionne aussi. Alors, ma petite contribution pour commencer la conversation ce soir, c'est de dire à tout le monde ici et de vous rappeler, et je crois qu'il y en a beaucoup entre vous qui savent tout ce que j'ai dit aujourd'hui, et je m'excuse auprès de vous, et j'espère que vous allez contribuer à la conversation, mais c'est de dire que il faut être sans préjugés, penser que la personne qui est assise sur l'autre côté de la table a des intérêts tout particuliers qui sont logiques et bénévoles. Ils sont pas malfaisants. Ils essayent pas de truquer, ils essayent seulement avoir le meilleur prix possible. Et ils font pas ça parce qu'ils sont méchants, parce que finalement, tout le monde veut que le projet de conservation fonctionne. Je crois que mes 15 minutes ont fini à ce point et j'inviterai bien des questions ou la conversation maintenant. Et back to you, Laetitia. Merci, merci beaucoup, Marc. On a beaucoup appris et c'était vraiment très intéressant. Donc, on va passer à la session questions-réponses. Marc, que j'ai Ouais. aussi écrit dans le chat box. Et après, je donnerai la parole à Monsieur Ladislas. Et donc, je disais, euh, quel secteur, quel secteur ou approche vous semble les plus prometteurs pour allier rentabilité et préservation des écosystèmes? Donc, quelles initiatives, en fait, vous semblent les plus prometteurs pour allier rentabilité et préservation des écosystèmes? Dans la prochaine session, il va y avoir une conversation sur les monocultures d'eucalyptus. Et ça vaut la peine peut-être de réfléchir pourquoi est-ce que c'est un sujet. Parce que c'est un peu la même chose que moi, je vis dans un pays, en Allemagne, où il n'existe plus de forêt, aucune. Tous les arbres ont été plantés activement. C'est-à-dire qu'en fait,
le paysage allemand avec tous ces arbres et aussi probablement le paysage français en Europe a été cultivé par les hommes depuis 2 3 000 ans, en permanence, et changé. Et et si je mets cette image ici, ce que j'avais au début, euh, attendez une seconde, voilà ça. Ce que vous voyez ici derrière, c'est un paysage typique en Allemagne qui est en fait un paysage culturel. C'est un paysage de ferme, il y a des arbres, il y a toutes sortes de choses. Et en fait, c'est un paysage qui a une biodiversité qui est plus haute aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Et en même temps, on a les problèmes de pesticides, d'herbicides, de pollution d'eau, parce qu'il y a trop de nitrogène et phosphore, etc. On a exactement les mêmes problèmes. On a les problèmes avec les animaux de agriculture, etc. C'est la même chose. Mais ici, il y a en fait un effort de créer un environnement culturel qui fonctionne économiquement et qui en même temps, et si on veut, protège la biodiversité ou améliore la biodiversité. Alors pour répondre à la question, les projets qui se laissent financer facilement, c'est les projets qui se laissent comprendre facilement. Alors, une monoculture d'eucalyptus, c'est facile. Une monoculture de pin dans le sud-ouest de la France, c'est facile. C'est tout à fait facile. C'est une plantation, c'est comme si je... C'est en fait une activité d'une manière d'utiliser la nature comme ressource directement. Tout ça est facile et probablement aussi lucratif, mais ça ne protège pas la biodiversité. La biodiversité, c'est toujours beaucoup plus difficile et comme on peut voir dans l'image, c'est des petites fermes. En Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, le fermier normal a beaucoup moins de surface que par exemple en Allemagne du Nord où il y a des grandes monocultures. C'est-à-dire que ce qui se laisse financer bien est malheureusement pas ce qui aide à préserver la biodiversité. Parce que la biodiversité, c'est toujours complexe et ce qui se laisse financer facilement, c'est toujours simple. Je ne sais pas si ça répond à la question, c'est peut-être une réponse qui a un peu évité la réponse, mais je pense que mais finalement, si une nation entière décide qu'elle veut quelque chose ou qu'elle ne veut pas quelque chose, à ce moment-là, le gouvernement est capable d'assurer que les ressources vont dans la partie de l'économie qui est intéressante, aussi pour la biodiversité. Merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment assez clair. C'est-à-dire, si le projet est faisable, on montre que c'est faisable. Si le plan du projet est énoncé clairement et que en même temps, ce projet permet de préserver la biodiversité, c'est un projet qui aura vraiment plus de sens, de chance, en fait, de voir le succès d'être financé. Il y a plein de mains levées. Je vais donner la parole à Monsieur Ladislas pour commencer, ensuite à Monsieur Abdelaziz, ensuite à Monsieur Ndoko End et Monsieur Magnante. OK, vous pouvez ouvrir votre micro. Merci beaucoup, Laetitia. Merci beaucoup à Marc. Nous avions suivi avec intérêt la présentation et vraiment, ça me va tout droit au cœur. Mais j'avais des petites questions à demander à Marc parce qu'aujourd'hui, nous voyons au niveau de la République démocratique du Congo et dans plusieurs pays d'Afrique, il y a par exemple les bailleurs de fonds ou bien les gens qui donnent leur argent, qui sont par exemple en Europe et en Amérique et les ONG locales qui sont en Afrique. À un certain moment, les bailleurs de fonds imposent aux ONG la façon de conserver des forêts et qui ne sont pas adaptées en fait à la réalité du terrain. À un certain moment encore, ce qui est à la base des conflits aujourd'hui au niveau de l'Afrique. Maintenant, j'aimerais savoir, Marc, quel conseil tu peux nous donner vraiment pour vraiment faire face par rapport aux problèmes que nous
nous observons aujourd'hui au niveau de nos pays, parce qu'il y a des courants qui ne marchent pas bien. Donc, il y a les barres de fonds qui imposent et les normes de conservation qui est différemment avec la réalité du terrain. Ça, c'est un. De deux, aujourd'hui, nous connaissons qu'au niveau de l'Afrique, la forêt, l'arbre, c'est ça, en fait, la richesse que nous avons. Parce qu'à un certain moment, vous avez parlé de la valeur de l'arbre comparativement à la valeur du bois. Alors, nous connaissons que si une fois j'ai mes arbres, je les coupe, en fait, je fais par exemple les planches, je fais les charbons et j'amène ça au marché, on va me payer ça. Mais à un certain moment, la communauté a difficulté, par exemple, d'accéder au fonds de crédit carbone et consorts. Comment ou bien quelles sont les mesures que vous nous recommandez pour qu'on puisse encadrer la communauté pour qu'on continue à protéger la forêt et qu'on accède au financement au lieu de couper la forêt et qu'à un certain moment, on va vivre des calamités du changement climatique. Merci beaucoup. Merci pour une toute petite question. C'est une grande question. Je, j'essaie j'essaie de répondre d'une manière un peu diplomatique parce que, en fait, je me vois pas vraiment dans une position de vous suggérer comment vous pouvez résoudre des problèmes qui sont à l'intérieur de votre communauté. Mais, si je pense à mes expériences personnelles, je sais que souvent, en voyageant en Afrique, je vois des sacs à charbon de bois aux côtés de la route. Et je sais que dans certains pays, ces sacs vont être transportés dans les grandes villes. À mon avis, je pense que le, la- le charbon de bois est un problème de deux façons. D'un côté, c'est des arbres qui ne sont plus vivants et qui vont être brûlés et peut-être personne ne s'occupe de le replanter en même temps. Et d'un autre côté, le charbon de bois crée de la pollution à l'intérieur des habitats des gens qui utilisent le charbon de bois en ville. Et alors, une discussion que j'ai eue il y a quelques années avec quelqu'un qui venait du Nigeria, c'était l'idée de dire qu'il y aurait plus de charbon de bois dans les villes, mais il y aurait du gaz. Parce que le gaz en bonbonne, c'est un système qui fonctionne bien, c'est un système qui a été utilisé en France pendant très très longtemps. Les bonbonnes peuvent être transportées par les mêmes marchands qui transportent d'autres choses, c'est ce qui s'est fait dans d'autres pays aussi. Et ça a un énorme avantage, c'est que c'est moins polluant pour les gens qui essayent de réchauffer leur nourriture et en même temps, ça ne coupe pas d'arbres. Et alors, c'est peut-être pas la réponse à laquelle vous attendez, mais moi je dirais qu'en fait, une bonne solution, c'est de investir dans un programme de gaz naturel, de bonbonnes dans les villes africaines. Et tout d'un coup, la demande de charbon de bois serait beaucoup plus basse et on pourrait discuter la question euh, de protection des forêts d'une autre manière, à une autre dimension. Je ne sais pas, Monsieur Ladislas, si ça vous satisfait comme une perspective peut-être un peu diamétrale, mais j'espère que c'est peut-être pas complètement crazy. OK. Euh, Monsieur Ladislas, Non, peut-être Monsieur Ladislas veut dire quelque chose en réponse. Oui. Oui, Marc, mais tu n'as pas répondu à la première question que je posais en fait entre les deux courants avec les bailleurs de fonds et les ONG, les bailleurs de fonds qui imposent en fait une façon de conservation et maintenant qui ne collent pas avec la réalité du milieu en fait.
Alors, moi, Ouais. j'aimerais savoir comment se comporter vis-à-vis de ces comportements. Puis, je vais revenir après quand tu auras à répondre à cette question. OK. Alors, pour la première question, c'est comment on peut aligner les intérêts d'un investisseur européen. Bon, alors, ce que je peux observer en Europe, par exemple, en ce moment, c'est que euh, il y avait un mouvement vert très, très actif qui a commencé après la conférence de Paris en 2015 et qui a vu une certaine, un haut point quand le Parti vert a été élu dans le gouvernement allemand. Et en ce moment, l'ambiance a tourné complètement. Et il y a beaucoup de financiers philanthropiques qui sont vraiment pas sûrs de ce qu'ils vous devrez faire. Parce qu'il y a beaucoup de doutes qui circulent dans le monde européen. Alors, je suis désolé de dire que ce que je peux financer en Afrique ou en d'autres pays de développement, ce n'est pas ce qui est intéressant dans ces pays, c'est ce qui est intéressant dans l'environnement culturel et politique en Europe. C'est malheureusement la réalité que oui, les gens peuvent seulement investir dans les projets qui s'ouvrent à eux, qui sont accessibles. Et évidemment, ça dépend sur que les communes, par exemple au Congo, peuvent créer, mais la question est-ce que j'investis ou non, ça dépend finalement sur l'esprit culturel politique en Europe. Et il n'y a pas, à mon avis, c'est pas possible de trouver une solution facile. Et c'est pour ça que euh, il y a peut-être même un avantage d'avoir des conseillers européens qui essayent à aider de construire des projets, de développer des projets qui sont alignés avec l'intérêt européen. Mais c'est possible que ces intérêts, il n'y a pas de moyen que ça soit aligné avec les intérêts de la communauté locale. Et je suis désolé, mais je ne crois pas que c'est quelque chose qu'on peut résoudre. Et dans le monde financier, les gens sont pas, c'est pas un problème, parce que s'ils peuvent pas investir au Congo, investissent peut-être au Brésil, ou en Colombie, ou peut-être en Thaïlande, quelque part autre. Prochaine question, peut-être? Bien. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. C'est vraiment un point important de se rendre compte que dans l'esprit des investisseurs, c'est pas en tant que tel l'être humain qui vit en Afrique qui importe en fait, mais c'est surtout son intérêt, c'est vers la nature, l'écosystème, comment préserver cela. Et c'est voilà. Et donc, je vais donner la parole à... Il y avait monsieur, j'ai pris son nom tout à l'heure. Bonsoir encore une fois, Monsieur Marc. Merci pour la présentation. J'ai deux petites questions. La première, peut-être, c'est à Laetitia, parce que c'est ma première participation et je voudrais savoir, ça s'organise comment, à chaque combien de semaines il y a les soirées conservation pareilles et si à la fin, il y a des documents que vous pouvez partager avec les gens, des présentations comme ça, mais aussi fonctionner ça sous forme avec des certificats de participation et autres, de participation et autres. Mais je reviens sur la présentation de Marc. Ça, c'est peut-être les organisateurs qui vont répondre, mais je reviens sur la présentation de M. Marc. Ma question est de savoir les cas de l'Afrique, notamment l'Afrique centrale, où il y a la forêt du bassin du Congo et particulièrement la République démocratique du Congo, où il y a beaucoup de forêts. Et les communautés locales dépendantes de ces forêts n'ont pas besoin directement peut-être de faire des pins dans certaines zones, comme tu as donné l'exemple de France, ou de faire des plantations des arbres. Et à ce moment-là, ils ont aussi des besoins. Ils ont aussi des besoins. Or, il faut qu'ils sachent la rentabilité de l'arbre. Et lier cette rentabilité à la conservation, il y a toujours un besoin de survie. Et comment nous pouvons arriver à concilier ces besoins de survie
au niveau de la communauté, au niveau de la base et les faire comprendre. Bien sûr, il y a des organisations comme mon collègue qui a posé, il y a de l'argent, des bailleurs de fonds qui amènent de l'argent, mais parfois l'argent arrive au niveau supérieur, ça se poudre là-bas, ça se termine là-bas. Et au niveau de la base, les communautés dépendantes de ces forêts, de ces arbres-là, sont les premiers à couper pour faire les macalas, comme les exemples que vous avez faits, pour faire les bois, parce qu'ils savent, en coupant, ils vont vendre, ils auront l'argent. Et comment nous pouvons arriver, même si je sais que dans notre pays, il y a des initiatives de protection, de conservation, même sur le plan communautaire, des associations, il y en a des multitudes d'associations de protection, de conservation de la nature, mais jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à cerner le vrai problème. Et le problème, c'est le besoin de survie de ces communautés dépendantes. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour arriver à maintenir le cap et que demain, ces mêmes forêts qui ne soient pas des déserts et qu'on commence à replanter pour voir l'utilité des arbres. Parce que maintenant, nous avons ça. Et nous devons lutter pour que demain, ça se termine. Et comment concilier ça avec tout ce qui est comme besoin de ces communautés-là dépendantes? Merci. Je, je vais oser, malheureusement, c'est pas une réponse qui vous donne une recette comment résoudre ce conflit que vous avez expliqué. L'année dernière, j'ai eu le plaisir de passer un moment dans la RCA, dans la région Sangha, et la question que vous posez, elle est visible. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les communautés locales puissent bénéficier de la nature, de la biodiversité? Je pense que une des difficultés qu'on a, en général, et c'est partout où j'ai visité, j'ai eu l'impression que les, les secteurs de conservation d'endroits protégés, dans la grande plupart, ce sont des régions marginales dans les pays où elles existent. Et les communautés qui habitent dans ces régions sont souvent aussi des communautés qui sont marginales et qui n'ont pas participé dans le développement humain de la même manière que peut-être d'autres régions dans les pays. Et, le, et je crois que c'est un problème général dans le monde entier que le développement humain rapide, approcher la modernité, n'est pas compatible avec la protection de la nature pristine. Et il y a eu et je ne veux pas dire qu'il faut séparer l'un de l'autre. En même temps, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas comment on peut faire les deux choses en même temps. Et, dans le contexte européen, si ça peut aider, comme un peut-être exemple, nous avons la même situation que les communautés rurales, c'est là où il y a la plupart de la biodiversité, en Europe, sont toutes pas satisfaites avec leur développement économique. Et c'est pour ça qu'il y a des grands changements politiques qui vont se faire en Europe ou qui sont, auxquels il faut s'attendre. Euh, Et il y a aussi l'urbanisation qui continue pour cette raison. Et alors, l'urbanisation, en Allemagne, par exemple, c'est un procès qui, en fait, facilite la protection de la nature. Parce que les gens vont chercher le développement économique en dehors de leur habituel et ne vont pas le chercher dans la nature pristine. Et pour le moment, à mon avis, on n'a pas encore trouvé de solution comment on peut promettre
honnêtement du développement économique efficace à des communautés rurales et de créer la maximisation de biodiversité qui se laisse financer effectivement en même temps. Moi, je ne connais pas un seul exemple où la magnitude de l'effort montre que ça fonctionne vraiment très bien. Pour vous donner un exemple, et je ne veux pas pointer trop, mais un projet au Botswana qui a beaucoup de publicité. Et c'est un projet qui est intéressant dans lequel il y a eu des investissements vraiment importants pour trouver une solution de cohabitation entre des fermiers, des agriculteurs et des éléphants. Et le projet a coûté des millions et le bénéfice annuel de tout cet effort pour les communautés est à peu près de 16 000 dollars par an. 16 000 dollars par an. Entre à peu près 70 familles. Alors vous pouvez calculer facilement que le bénéfice pour les familles n'est pas vraiment très important par famille. Et ça pour un effort de millions pour que ça fonctionne. Alors, à mon avis, c'est pas la solution. C'est pas c'est peut-être une solution locale, mais ça ne répond pas vraiment à la promesse que je peux créer du développement humain important et en même temps résoudre cet autre problème de cohabitation naturelle. Plutôt, je voulais dire qu'il ouvre le micro. Je vais répondre aux trois questions que me posait Monsieur Magnan. Il demandait la fréquence de nos événements. Donc, c'est 2 mardis dans le mois. Donc, euh, dans 2 semaines exactement après la présentation d'aujourd'hui, on va recevoir, comme je disais tantôt, Docteur Poligui pour une autre présentation. Et ça, c'est en novembre. Et 2 semaines après Docteur Poligui, on aura une autre présentation. Donc, c'est exactement 2 mardis dans le mois en ce qui concerne l'événement soirée conservation. Et après, chaque présentation est placée sur YouTube. Donc, cette vidéo-là sera disponible sur YouTube. Quand je dis cette vidéo, je parle de la présentation d'aujourd'hui, donc de la présentation de Marc. Elle sera disponible donc sur YouTube dans à peu près une semaine. Et je vais dire aussi que oui, pour les certificats, donc il n'y a pas de problème, on peut vous en fournir si vous en avez besoin. Et donc, c'est ça. Et là, j'ai l'impression que Monsieur Ben s'est encore déconnecté. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Jafet Ndoko. Vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, merci beaucoup, Madame Laetitia. Je tiens d'abord à vous remercier pour ces travaux impeccables que vous faites toujours pour la modération dans notre soirée conservation. Et j'ai dû également merci à M. Marc qui vient de nous faire l'exposé d'une manière magistrale comme un avocat. Alors, je prends du coup mes questions. Je commence d'abord par l'aspect là où il a parlé des principes de financement. Monsieur Marc a parlé des actifs et il y a des points énumérés où vous avez parlé des risques perçus, vous avez parlé des rendements attendus, durée, il y a l'intégrité des données, vous avez parlé des standardisations, le régime réglementaire et environnement politique. Et vous avez défini l'environnement politique comme une capacité des personnes à faire ce qu'ils devraient faire. Alors, je voulais savoir d'abord si sur le plan risque perçu retombe sur les investisseurs du projet ou les gestionnaires du projet ou ça peut incomber sur la communauté locale qui sont les meilleurs gestionnaires du projet. Pourquoi je pose cette question? J'aimerais savoir que dans un projet, on fait un projet tout en tenant compte des réalités de la communauté locale. Alors, il se fait qu'il y a d'autres projets, on fait la gestion participative avec la communauté locale, on prend des très bonnes décisions.
qui s'écrivent les décisions dans des cahiers des charges. Ils vont arranger les routes, autrement dit les infrastructures, ils vont construire des écoles, ils vont construire des hôpitaux. Et c'est très important qu'à chaque fois que le projet est en train d'être réalisé, qu'on puisse faire des rapports pour voir l'évolution du projet, pourvu que si ça marche bien, pour financer la deuxième phase. Mais il arrive que tout ce qui a été prévu, écrit dans le cahier des charges, avec l'idée de la communauté locale ne se respecte pas. Or, tout projet de la conservation de la nature, on doit commencer par l'aménagement. Quand on dit l'aménagement, on doit avoir deux points. Il y a des zones, on va faire des zonages, ça veut dire qu'il y a des zones de conservation et il y a des zones tapas où on peut laisser à la communauté de faire leurs activités. Et quand on laisse à la communauté de faire leurs activités, en signant dans des cahiers de charges, on dit, voilà, cette zone est pour la communauté. Vous devrez faire peut-être vos champs, tout ça, et la route sera arrangée pour aller vendre vos denrées agricoles, par exemple, dans les marchés pour avoir un peu de l'argent. Mais il se fait que, surtout en Afrique, tout ce qui se signe comme projet pour gérer la forêt tropicale, il y a des gens qui sont en Europe, vous envoyez toujours les gens, il y a des décisions prises au niveau central où personne n'a été sur le terrain pour voir les réalités qui se passent et avoir une idée par rapport aux gens qui vivent là. Lui, il est par exemple aux États-Unis, il est en Allemagne, il fait ses histoires, il envoie sans connaître des réalités sur le terrain. Mais nous, on est là, des fois, nous partons sur le terrain, on voit que les gens sont en train de souffrir. Les gens vous disent qu'en tout cas, franchement, pour nous, il n'y a pas question de gérer la forêt, c'est la forêt de nos ancêtres. Nos ancêtres nous ont laissé ils nous ont laissé la forêt, on doit vraiment exploiter nos forêts. Arrêtez avec vos dossiers de la conservation. Une fois, au Parc national de la Lomami à Maniema, il y a quelqu'un qui me disait, vous, avec les projets ICCN, il faut s'arrêter avec ça. Si vous n'arrêtez pas, on va s'entretuer. Bon, moi, je me suis dit, mais quand on vient pour vous aider, mais vous ne voulez pas, il me dit, ces affaires sont habitués à manger la viande boucanée. S'ils ne mangent pas, ils seront malades. C'est-à-dire, pour lui, la forêt, c'est un point à exploiter, pas question de la conservation. En tout cas, des fois, ça ne sert pas sur le terrain. Quand on est là en train de travailler avec la communauté locale, ils vous disent que non, en tout cas, pour nous, ça ne marche pas. Mais imaginez-vous, quelqu'un qui vient te dire, il est en train de préparer, il fait par exemple sa cuisine du feuille de manioc, il marque même l'huile pour mettre là où il est en train de préparer. Mais on dit que le projet était réalisé pour leur aider. Mais tout ce qui était envoyé comme l'argent, bailleur, tout ça, ces gens-là ne bénéficient absolument de rien. Comment on peut se localiser, comment on peut faire pour résoudre tous ces problèmes sur le terrain? Je pense que je peux m'arrêter là. Je, euh, Vous aviez posé, je crois, un peu la même question, une question comparable la semaine dernière. Et euh, je comprends votre position. Mon problème en ce moment, c'est, je veux juste m'expliquer pour un moment. Je suis complètement convaincu que la protection de la biodiversité est essentielle pour tout humain, quoi qu'il en soit où ils habitent et quoi qu'il en soit qu'ils fassent. Mais la biodiversité, c'est aussi souvent une question très, très locale. Et pour moi, il n'y a aucun doute que c'est une obligation ou un devoir de trouver des solutions qui sont locales, toujours locales. Les paysans en Bavière, dans l'image qu'il y avait avant, ils ne s'intéressent pas à les, aux problèmes de gens qui habitent à 2 000 kilomètres ou 10 000 kilomètres. Ils sont intéressés à leurs problèmes locaux. C'est exactement la même conversation que vous avez expliqué juste là. C'est la même chose. Alors la question, c'est que comment trouver une conversation qui est vraiment bénéficielle aux communautés locales, qui est vraiment bénéficielle. Et une fois qu'on a cette conversation,
Et une fois qu'on a défini les objectifs qui résout le problème sur le point de vue local, on peut voir si le financement de la nature vivante peut aider à faciliter ce procès. Dans cet ordre de discussion, ça commence avec la communauté. Une fois que la communauté locale a décidé ce qu'elle peut faire, ce qu'elle a besoin de faire, etc., etc., comment elle peut s'aider elle-même, à ce moment-là, on regarde si le financement basé sur la nature peut aider cette communauté. En ce moment, les projets fonctionnent à l'envers. C'est-à-dire, il y a quelqu'un comme moi, peut-être, ou des amis à moi qui trouvent que de protéger la biodiversité, c'est fantastique. Et alors, ils décident d'investir dans des projets en Afrique. Et ils arrivent avec leur idée, ils disent, ici, j'ai de l'argent, je suis prêt à l'investir. Et c'est eux qui donnent les conditions. Et ensuite, la communauté essaye d'aménager un projet qui satisfait les conditions qui arrivent avec l'argent qui a été donné. Et pour répondre à votre question et peut-être à celle d'avant, c'est peut-être la direction de la conversation qui doit changer. C'est que c'est pas l'argent qui domine la conversation, mais c'est la communauté qui domine la conversation. Et c'est peut-être aussi pour ça que je parle aujourd'hui, parce que ce que j'essaie d'expliquer, c'est que chacun qui est à la table de sa négociation doit savoir quels sont mes objectifs clairement, et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut discuter avec les autres et essayer de comprendre quels sont leurs objectifs. Mais nous vivons malheureusement dans un monde que quand quelqu'un arrive avec un chèque avec beaucoup d'argent dessus, tout le monde croit qu'ils peuvent se retrouver dans des objectifs communs, mais je crois que ça, c'est une illusion. Pour un avant-goût sur la prochaine session, pensez-vous que la plantation d'eucalyptus est prometteur pour l'Afrique face au changement climatique? Connaissons l'écologie de cette espèce. Bon, moi, je ne connais pas l'écologie, mais je sais que je suis convaincu, on va entendre ça. Peut-être je vais être surpris, mais je crois que dans la prochaine session, on va nous expliquer que les monocultures sont fragiles et qu'elles ne donnent pas les résultats qui ont été promis, avec peut-être beaucoup de problèmes. Alors, ça, je crois, c'est ce qui va se passer, que sera la discussion. Dans le monde entier, il y a des projets de monoculture qui sont désignés à protéger le climat. Pourquoi? Parce que, par exemple, on fait pousser de la végétation pour la convertir dans des fuels, biofuels. Et à mon avis, et je crois que l'évidence est claire, ça c'est une calculation qui ne fonctionne pas vraiment. Ce qui protège le climat vraiment, c'est en fait la nature qui se développe aux règles de la nature et pas aux règles imposées par les hommes. Alors, une réponse un peu, pas désignée pour l'eucalyptus, mais plutôt en général, opinion personnelle, c'est que si on veut vraiment utiliser la nature pour améliorer, pour accélérer la séquestration de carbone, par exemple, au long terme, au long terme, il faut plus de nature. Parce que, en principe, la nature crée le maximum de masse biologique et en fait, alors, et rassemble le carbone, je pense que beaucoup plus que les humains le font. Et l'eucalyptus est intéressant parce que ça pousse rapidement. En Allemagne, en comparaison, nous avons des forêts de pins, des plantations de pins, il faudrait dire. Et en ce moment, les plantations de pins, elles sont tous fragiles parce qu'il y a eu des étés très chauds, les hivers sont plus passés assez froids ces dernières années, il y a eu la sécheresse
et ils sont tous malades. Et il y a des grands problèmes, et c'est-à-dire des arbres mourants, malades, créent plus de carbone qu'ils absorbent. Alors, finalement, c'est pas une calculation qui a fonctionné au long terme. Ça, c'est à quoi je pense qu'on va entendre aussi à la prochaine session. Hmm. Yeah, je Et crois aussi. je suis pas un forestier, je suis qu'un observateur amateur d'une manière ou une autre. Et alors, je pense qu'il y a d'autres gens ici, probablement, qui peuvent expliquer ça beaucoup mieux que moi. Yeah, je crois aussi que vu la nature de Ah, l'eucalyptus, il y a Sébastien Sadiki qui est écologiste botaniste. Alors, je suis sûr qu'il peut confirmer si on peut répondre à la question de la plantation d'eucalyptus. Sébastien, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Bonsoir à tous. Je m'excuse vraiment pour ce retard. C'est dû à cause des mauvaises connexions ici à Kisangani. Vraiment, je n'étais pas au débit. Donc, c'est un peu ça. Je n'ai pas suivi vraiment la présentation de M. Marc au début. La plantation d'eucalyptus variété Maiden et eucalyptus variété Salinia, laquelle des variétés prometteuses, laquelle variété prometteuse dans certains pays de l'Afrique? Ça, j'ai pas mal, j'aimerais savoir la réponse, j'ai aucune idée. Je sais vraiment pas. Monsieur Célestin, je suis désolé. Euh, mais peut-être à la prochaine session, on aura tous les deux la réponse. Je suis OK. désolé. Lorsque Prof. Poligui va donner sa présentation, je suis sûre que vous aurez votre réponse. Euh, et donc, il y a Amani qui dit: Merci Marc pour cette excellente présentation. Je travaille en RDC dans l'accompagnement des communautés locales dans la gestion durable de leurs concessions forestières. Mais je Et crois par contre, on vient de répondre à ça. C'est que dans le deuxième paragraphe de la question, dans le chat, je dirais la réponse, c'est que c'est de vraiment aider aux communautés de définir leurs objectifs principaux au long terme. Parce que le financement de la nature, c'est des projets de long terme de 10 à 30 ans. C'est-à-dire, c'est le type de conversation qu'il faut avoir avec les communautés. Et les communautés doivent être complètement claires avec eux-mêmes qu'ils vont garder ces objectifs pour cette période. Et c'est avec ça qu'on peut commencer la conversation avec les investisseurs. il y a Monsieur Jaffet qui a la main levée. Je vais vous donner la parole, Jaffet, et ensuite Blessing Kambare, vous aurez la parole. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question, Monsieur Jaffet. Ok, merci beaucoup. J'ai une petite question à Monsieur Marc. Monsieur Marc, qu'est-ce qu'on peut dire pour d'autres investisseurs du projet qui passent directement par les autorités, je dirais administratives, sans passer, être en contact avec la communauté locale pour le lancement d'un projet? Ça, c'est la question. Et je voulais un peu peut-être intervenir pour la question de monsieur qui avait posé par rapport aux eucalyptus. En fait, ce sont des essences à croissance très rapide. Et en Afrique tropicale, il y en a, même à Kisangani, du côté Yangambi, il y en a. Il y a beaucoup, beaucoup déjà, même il y a un professeur qui a fait ça comme un chat qui est d'une manière expérimentale chez lui. Donc, il a expérimenté et il a trouvé que c'est l'espèce qui croît très vite et beaucoup plus. On conseille les gens aussi, ceux qui aiment avoir des projets tels que des reboisements et de le faire, de planter ça d'une manière agréable. Donc, c'est vraiment l'espèce qui grandit très vite. Et puis, pour quelqu'un qui ne maîtrise pas normalement, il faut d'abord commencer à faire une étude écologique si l'environnement de l'espèce avant de ramener quelque part pour aller planter. Voilà, c'est ce que j'ai voulu un peu ajouter. Oui, merci. Nous saluons vraiment les bravoures de l'intervenant du jour. Nous avons suffisamment appris auprès de lui et c'est vraiment encourageant. Peut-être par rapport au moins à l'espèce Eucalyptus maideni et Eucalyptus si c'est sa ligne, ça serait que l'espèce tropicale, comme l'ami venait de le dire,
elle a un peu des risques parmi lesquels on trouve la forte demande en eau et ce qui nuit aussi aux écosystèmes locaux et réduire la disponibilité en eau souterraine. Donc, ça prouve en suffisance que c'est l'une des espèces qui est longtemps aussi appréciée par l'aspect business, mais écologiquement, vraiment, ça n'arrive pas à aider les sols parce que ça va appauvrir. Donc, nous voudrions qu'à ce que peut-être ce genre de projet puisse être dans des zones à une bonne pluviosité où on peut facilement avoir la nécessité de bois d'œuvre ou à papier, où on peut faire. OK. Merci beaucoup pour ces précisions, Michael. Je vois que Monsieur Blessing est de retour. Votre D'accord, micro est... d'accord, Madame Laetitia. Moi, c'est Bonane Blessing. Moi, c'est Bonane Blessing de la Kikoba, hein. En fait, je voulais réagir à rapport avec les eucalyptus, Saligna et Maïdeni. Bon, de toutes les façons, au départ, je peux dire que les gens ont planté les arbres pêle-mêle, ça plus autant choisir les places où planter telle espèce ou planter aussi telle espèce. Maintenant, il est le bon moment peut-être de régulariser et expliquer à la communauté que les eucalyptus, comme les espèces maïdènes, sont très résistants et ils résistent même sur les sols zinguiltes où on ne peut pas cultiver. Donc, ce sont des espèces très résistantes. Les espèces salignes sont des espèces qui sont aussi bien sûr résistants, mais qui sont plus appréciés car avec les salinas, on produit des plages. Donc, ceux qui ont surtout le projet de produire des plages, ils préfèrent beaucoup les salinas. Ceux qui ont besoin de produire le charbon de bois, ils préfèrent beaucoup le maïdène. C'est ainsi que vous allez trouver que dans plusieurs villages, on a semé les arbres là où il y a même les sols arables où on peut cultiver les cultures. C'est ainsi que les environnementalistes pouvaient s'impliquer davantage pour essayer de régulariser les plantations. Parce que même si on peut se dire que planter les arbres, ça consomme beaucoup d'eau. Mais si on peut aussi éliminer les arbres, les gens ne vont pas. Ces espèces-là sont beaucoup préférées. Je dis l'essentiel. Je disais que c'est important qu'on puisse choisir les espaces où placer les arbres et régulariser. C'est ça l'essentiel. Merci. Merci beaucoup. On a encore une contribution sur l'eucalyptus dans le chat box. Et je dois dire que je peux vraiment pas ajouter grand-chose. Une chose peut-être seulement. Et c'est pas sur l'eucalyptus, mais c'est en général. Quand on parle de crédit de carbone, il faut toujours se rendre compte que c'est un marché complètement artificiel. Il n'existe seulement parce qu'il y a des émetteurs de carbone en Europe, aux États-Unis, autre part, qui veulent acheter, faire des investissements dans la séquestration de carbone pour améliorer leur bilan de carbone. Alors ils vont chercher la séquestration quelque part. Et des forêts d'eucalyptus sont peut-être intéressantes parce qu'elles sont des plantations faciles à mesurer, très claires, très nettes, comparablement faciles à documenter. Et pour ça, ils investisseraient. Mais si l'eucalyptus est ensuite converti en charbon de bois, la valeur du crédit de carbone est très, très limitée parce que c'est seulement au long terme le résultat net de carbone qui se retrouve peut-être dans le sol. Ensuite, parce qu'une fois que l'arbre est reconverti en charbon-bois, évidemment, le carbone est retourné à l'atmosphère et en fait, c'est pas un effet net. Alors, il faut vraiment, je ne sais pas où nous en sommes à ce moment-ci sur ce sujet, mais on va apprendre certainement plus dans la prochaine session sur les eucalyptus et ensuite aussi dans la session sur les carbon crédits de professeur Chabrak. Je vous invite à participer à cela. Ça va certainement donner beaucoup de réponses sur ce sujet et je suis sûr que les organisateurs font peut-être une séance spécifique
sur l'eucalyptus parce qu'il y a tant d'intérêt. Je voudrais quand même répondre à une question dans le chat box de Gracieux Cisa sur la question comment faciliter l'accès des communautés aux subventions dans le réseau public. Et en fait, c'est une question qu'on peut répondre d'une manière un peu plus grande. Il y a beaucoup de projets qui sont financés par des ministères de développement, par exemple, de la communauté européenne. Il y a beaucoup de projets. Et la plupart de ces projets sont investis dans le réseau économique organisé, formel. Et en même temps, les économies africaines souvent sont en grande partie informelles. Et alors ma réponse, c'est que au fur et à mesure où les communautés qui veulent accéder à ces financements peuvent formaliser leur communication avec les investisseurs étrangers, avec les réseaux de ministères de développement allemands ou français ou anglais ou communauté européenne ou américain, ils auront accès. C'est-à-dire, le problème n'est pas un problème d'alignement d'objectifs, c'est plutôt un problème, à mon avis, formel. Et si on arrive à créer ce langage formel, je suis convaincu que les communautés ont beaucoup plus d'accès à ces financements. Les financements en ce moment vont chez les personnes qui savent parler le langage des investisseurs. C'est-à-dire, c'est à aider aux communautés de parler ce langage, ils auront plus d'accès. Laetitia, on veut finir avec les deux questions de M. Fabrice et M. Alexis? Oui, oui, on va les prendre maintenant. Je veux juste préciser que j'ai pris note des questions concernant l'eucalyptus et je vais les faire parvenir à l'intervenant dans 2 semaines pour qu'il puisse y répondre quand il sera. Bonsoir, je suis Fabrice Bouingue, ingénieur agronome de formation. Je suis au Sud Kivu. Voilà, ma question est de savoir, je vais partir à l'idée pour la culture de Calpetus. Je connais très bien que c'est une culture très gourmand et il nécessite beaucoup de, disons, de matières organiques, de substances actives, quoi. Voilà. Ma question est de savoir si on peut mener ou planter une plantation d'eucalyptus à monoculture. C'est tout ce que j'ai à demander. Je pense que c'est une autre question pour en 2 semaines, mais moi, je crois qu'il existe des monocultures d'eucalyptus énormes. Ça existe déjà. Et je pense que ça a des avantages d'un côté. Ça pousse vite, c'est facile à réglementer et difficile d'un autre côté parce que c'est fragile comme système écologique. Donc, essayez d'être concis et précis avec votre question et qu'on ne déborde pas trop. Oui, merci. Je voudrais intervenir, mais j'avais la même préoccupation que M. Fabrice. Alors, comme M. Lick va nous renvoyer encore prochainement, nous aurons encore à suivre pour que nous puissions intervenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, il y a encore un commentaire concernant l'eucalyptus. Donc, ça, c'est encore un commentaire ou une question sur laquelle on pourra s'attarder exactement le 12 novembre avec Dr. Poligui. Et on est arrivé donc à la fin de la session de ce soir. Je veux dire vraiment un grand merci à Monsieur Marc Lotti, vraiment nous avoir fait l'honneur de présenter. On a tous beaucoup appris. Et je veux aussi remercier l'audience pour toutes les questions qui nous ont aussi permis vraiment d'approfondir sur la question. Je ne sais pas si, Marc, vous avez un mot de fin avant que on ne se dise au revoir. Je reste personnellement optimiste après une soirée comme aujourd'hui, parce que je rencontre des gens, posent des questions valables et importantes, et je partage la frustration avec certains que les réponses ne sont pas faciles ou accessibles et que ça apparaît comme un très long trajet pour les atteindre. Mais finalement,
je pense que la plupart du problème, le trajet se raccourcit si on se comprend bien et on apprend à parler le langage de ceux avec lesquels il faut parler et on veut parler. Alors j'espère que j'ai fait une petite contribution à en fait peut-être moins de données et de petites dates, mais plutôt de parler de la communication entre les investisseurs, la forme de la communication et la main-d'œuvre qui crée les projets, qui est finalement la plus importante.